Donc l'image que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est une librairie aux Pays-Bas, qui est dans une, comme on peut le voir, dans une église réhabilitée, avec des rayonnages impressionnants qui font bibliothèque d'Épinal, un peu comme cette bibliothèque suisse où on voit des tas de beaux ouvrages dans des beaux rayonnages, et quand même quelques livres sous verre. Parce qu'en fait, la réalité des bibliothèques, c'est que la plupart de ce qu'ils conservent est stocké dans ces jolies boîtes rouges, à l'abri de l'air et de la lumière, dans des salles climatisées, inaccessibles à la plupart des gens. Prenons ce rouleau, par exemple. C'est un rouleau généalogique du XVe siècle, qui est stocké à la bibliothèque municipale de Rouen. Il est très joli, mais il fait 21 mètres de long, sur 1,20 m de large, donc il n'est vraiment pas pratique. On ne sort qu'exceptionnellement de sa boîte, en le manipulant avec des gants. Et il illustre bien la problématique de comment donner la possibilité aux gens d'interagir avec les documents physiques. Par ailleurs, dans la vie de tous les jours, nous avons l'habitude d'interagir avec des documents nativement numériques, comme ceux qu'on manipule dans les traitements de texte, ou comme les sites web. Prenons cet excellent site web, par exemple. Il est doté d'un certain nombre de fonctionnalités dont on a pris l'habitude. Par exemple, on peut changer son apparence, ici, pour la rendre plus lisible aux malvoyants. On peut l'envoyer, on peut communiquer avec les gens, on peut le rematérialiser. Le même document peut être disponible en plusieurs langues. Un même document peut même avoir un contenu qui varie suivant la personne qui le lit. En fonction du groupe auquel on appartient, on ne verra pas la même chose dans un même document. Enfin, on a des possibilités de rangement pour s'y retrouver. Une organisation statique ou dynamique, ou en fonction du critère dont on a besoin au moment, on va pouvoir retrouver le document qu'on cherche. C'est ça notre problématique. On a des documents physiques, des documents nativement numériques, et la question c'est comment est-ce qu'on va pouvoir doter nos documents physiques de propriétés plus intéressantes. Comment est-ce qu'on va pouvoir les immerger dans le numérique? Bien sûr, ça va commencer par la numérisation, c'est-à-dire on va en prendre des photos. On les sort une fois, soigneusement, on les prend en photo, et après on va pouvoir les remettre dans leur coffre-fort climatisé. Et on obtient ce genre de choses, un ensemble de numérisation là, qui vient des fonds numériques de la bibliothèque municipale de Rouen. Donc, c'est très joli, ce sont des images. Quand on la regarde de près, nous, on voit du texte, on voit la texture du parchemin. Mais quand une machine la regarde, elle voit des carrés de couleurs posés les uns à côté des autres. Ça n'a aucun sens pour elle. Et donner du sens pour les machines, c'est ce après quoi court l'informatique depuis des siècles. On peut illustrer ça avec ces deux mots, l'anglais computer et le français ordinateur. Le computer, c'est la machine qui calcule. Parce que, au fond, un ordinateur, tout ce que ça sait faire, c'est des calculs sur des nombres. Dans ordinateur, le mot français, qui nous vient d'IBM France dans les années 60, on a la notion d'ordonner, de créer une organisation. On commence à toucher le fait qu'on veut utiliser les ordinateurs pour faire des choses plus sophistiquées que juste des calculs. Et toute l'histoire de l'informatique, c'est trouver des astuces pour reformuler les problèmes de manière à ce qu'ils puissent être amenés à un calcul. Je présente le français en avant comme ça, mais en fait, si on regarde étymologiquement, computer, ça vient du latin computus, qui veut dire calculer, et qui a donné le français médiéval compute. Et le compute, c'est les algorithmes utilisés pour calculer les fêtes religieuses dans le calendrier chrétien, à partir des dates du calendrier objectif et des phases de la Lune. Donc déjà, on a une notion d'algorithme et de dévoyer, entre guillemets, le calcul pur pour réussir à en faire des choses plus intéressantes. C'est ce qu'on va essayer de faire avec nos numérisations. On va essayer de rajouter à ces documents des choses qui donnent du sens pour les gens et du sens pour les ordinateurs.
Par exemple, au titre de ma page, là, cette page, c'est un extrait du Taquinum Sanitatis. C'est un codex du XVe siècle qui a été traduit au XVe siècle en latin, qui est initialement un livre arabe de médecine et de botanique. Au titre, à l'image du texte de titre, on peut associer un texte informatique en français. À cette image de grenade, on va pouvoir associer une photo de grenade et, si on avait la vidéo, une vidéo de cuisine de la grenade. Rajouter des informations à destination des humains. Au texte en dessous, on peut rajouter, alors là on a du mal à lire, en dessous la transcription en latin, c'est-à-dire créer un texte informatique qui correspond à l'image du texte, et à droite la traduction, créer un texte informatique en français qui correspond à l'image du texte. Là on commence à avoir la notion de multilangue. Donc on voit bien, hein, les points orange, c'est plutôt destiné à l'humain. Les points noirs, c'est exploitable ensuite par la machine. Les carrés noirs, en plus, nous le verrons, ça peut être généré par la machine. Donc si on formalise un petit peu, on dira qu'un document numérique est augmenté s'il est un ensemble organisé de documents numériques, que ceux-ci soient natifs ou numérisés eux-mêmes. Cette augmentation peut servir aux gens et elle peut servir aux machines. Et c'est un cycle, c'est-à-dire que l'humain peut rajouter des informations exploitables par la machine qui va générer de nouveaux documents numériques qui vont être exploitables par les humains, et on continue. Voyons ces augmentations. On va les classer en deux grandes familles, les visuels et les textuels. Visuel, j'ai choisi cet adjectif, mais il est à prendre au sens large. Ça inclut l'auditif pour les films et ce genre de choses. C'est, en psychologie de la perception, un gestalt, c'est-à-dire un tout structuré qu'on perçoit en une fois. Quelque chose qui va parler aux humains, mais beaucoup moins aux machines, parce que quand on perçoit une image, l'analyse qu'on en fait est essentiellement non consciente, et du coup on a du mal à en écrire des algorithmes pour expliquer à une machine comment faire. Donc ça, c'est plutôt des choses pour les gens. Pour illustrer ce genre d'augmentation, je vais vous parler du projet DocExplore. C'est un projet interreg, entre différents partenaires, français et britanniques, des universitaires, historiens, informaticiens, et des gens des métiers des bibliothèques et des archives, les bibliothèques municipales de Rouen et les archives de la cathédrale de Canterbury. Et ce qu'on fait dans DocExplore, c'est ce que je vous montrais là. Ça, c'est vraiment un extrait de DocExplore. C'est rajouter facilement, on a une suite logicielle confortable, WYSIWYG, où des gens non informaticiens vont pouvoir rajouter des différents documents à des documents numérisés. Voyons à quoi ça peut ressembler. Donc on retrouve notre rouleau de parchemin. D'autres. Et on voit leur exploitation dans DocExplore. Prenons ce livre de grammaire du jeune Louis XIV. On a plaqué ces numérisations dans un livre en 3D qu'on va pouvoir explorer à la souris ou au doigt, ou même par le geste, sans crainte de l'abîmer. On pourra zoomer dans les détails autant qu'on veut, on pourra tourner les pages avec toute la violence qu'on veut, sans problème. Ensuite, on peut augmenter les manuscrits. Si on prend cette entrée d'Henri II dans Rouen, on va expliquer à côté qui est Henri II, qui est Diane de Poitiers, en rajoutant des images, en rajoutant des textes, à destination des gens. Là, on voit un triomphe à la romaine, tel qu'on le percevait au XVe siècle. On met en vis-à-vis un péplum pour voir comment on perçoit un triomphe à la romaine au XXe. Voilà, pour plus impliquer
l'utilisateur dans l'exploration de ces manuscrits. On a différentes interfaces. On voit en bas à droite un écran tactile et en grande image, une interface gestuelle où on interprète les gestes de la personne pour explorer ces documents. Voilà ce que propose DocExplore. Il y a une machine avec une exposition DocExplore qu'on a faite récemment, là dans le coin, vous pourrez jouer avec à la fin si vous avez envie. Le texte. Voilà. Le texte, c'est vraiment un ajout important. Notre intelligence est très liée au langage, à la manière d'exprimer les choses. Et ça fait que, bien qu'on ait des machines extrêmement variées, en hardware, en logiciel, en système d'exploitation, etc., toutes savent gérer le texte, parce que le texte est vraiment consubstantiel à notre manière de penser. De plus, le texte fait sens pour l'ordinateur. On a des tas d'algorithmes qui savent faire des choses avec du texte informatique. Donc les ajouts de texte jouent un rôle particulier dans les ajouts qu'on peut faire, dans l'augmentation des documents numérisés qu'on peut faire. On va faire un petit détour d'abord. Il faut que je vous parle d'un truc qui s'appelle XML. XML, c'est un métalangage, c'est-à-dire que c'est un langage qui sert à écrire des langages. Il est assez récent. Il date de la fin des années 90. C'est un héritier du SGML. L'idée du SGML, c'était qu'avant, dans les années 60, quand on voulait imprimer sur une imprimante, il fallait écrire du code spécifique pour cette imprimante et on ne pouvait plus imprimer que sur cette imprimante. Si on changeait d'imprimante, il fallait réécrire le code. Donc on s'est dit à un moment que ça serait bien si on arrivait à abstraire un petit peu les choses, à garder la structure, le fond du document d'un côté et son apparence de l'autre. On ne savait pas qu'en séparant cette structure, on touchait à des choses bien plus profondes et que finalement, en XML, on arriverait à coder des choses extrêmement abstraites. Initialement, ce qu'on voulait faire, c'était juste avoir d'un côté la structure logique du document, les titres, les chapitres, les paragraphes, l'illustration, qu'on identifie par des balises, c'est-à-dire des mots spéciaux qu'on intègre dans le document lui-même, et la mise en page du document, qui dépend du support de présentation, le livre, un journal, un écran. On voit bien ça avec le responsive design dans les sites web, c'est-à-dire qu'on va avoir un document abstrait, et si je le regarde sur un ordinateur, si je le regarde sur une tablette, si je le regarde sur un téléphone, il n'aura pas la même apparence, mais ce sera le même document avec la même structure, avec le même contenu. Et cette apparence, donc, elle est définie dans des feuilles de style, à côté du document qui définit la structure. Petit exemple, rapidement, par exemple, ça c'est une note. D'accord ? On voit, dans XML, tout est des boîtes, emboîtées dans des boîtes. Donc là, on a la grande boîte note qu'on voit avec le note écrit tout en haut et le slash note écrit tout en bas. Ça dit que tout ce qui est entre ces deux balises, ce sont des notes. Dans note, on a 4 boîtes. La boîte to, le destinataire de la note, la boîte expéditeur, la boîte titre de la note et la boîte texte de la note. D'accord ? Ça ressemble à ça. Pour spécifier ces notes, par exemple, ces documents, on écrit donc des langages en XML. Ces langages, on appelle ça des schémas. Le schéma, il va dire, voilà, une note, c'est ça. C'est un enchaînement qui doit vérifier cette contrainte-là. Si la note vérifie des propriétés, est un langage à balises, bien fermé, etc., on dira qu'elle est bien conforme à XML. Et si elle vérifie bien le schéma, on dira qu'elle est valide en fonction de ce schéma. OK ? Bon, c'est pour vous donner une idée de ce que c'est qu'XML. Revenons à nos documents augmentés. La première chose qu'on fait, c'est essayer d'utiliser des métadonnées textuelles pour organiser les documents numériques. Alors ça peut être le titre, le créateur, l'éditeur, le sujet, la description, la langue. Si le document est numérique, on mettra des choses sur sa numérisation, expliquer où on peut trouver le document original, dans quelles conditions s'est déroulée la numérisation, etc. Le genre de choses qu'on trouve. Alors, pour un document physique, on trouve ça dans les notices bibliographiques et de catalogage. Mais pour les documents numériques, comment est-ce que ça marche ? Allons voir ça. Il y a 2 grandes manières de communiquer entre les bibliothèques. La première est ancienne, Marc. Elle date des années 60. Déjà dans les années 60, on se posait ce genre de problématique. Elle gère aussi bien les documents physiques que les documents numériques.
et enfin les métadonnées de catalogage de documents physiques que de documents numériques. Et elle permet une communication synchrone avec d'autres bibliothèques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez besoin d'un document, vous allez dans votre bibliothèque, le bibliothécaire qui vous assiste va chercher dans sa base marque locale s'il a le document, et sinon il va pouvoir interroger d'autres bibliothèques. Synchrone, ça veut dire que en Z3950, il pose la question au moment où il s'interroge. Il cherche le livre, il pose la question en fonction des métadonnées que vous lui aurez données, à l'autre bibliothèque. Celui du dessous, OAI-PMH, est bien plus récent. Il utilise un format de données qui s'appelle Dublin Core, qui contient des métadonnées plus simples que Marc, parce que ça n'a pas 50 ans et 50 ans de contradiction. Et il gère très bien les documents nativement numériques. Il fonctionne sur un principe d'entrepôt et de moissonnage. C'est-à-dire qu'on a un entrepôt avec les métadonnées Dublin Core, et d'autres entrepôts qui moissonnent régulièrement ces documents, ces métadonnées. Ainsi, quand le bibliothécaire se pose la question de où est le document, il a la réponse en local tout de suite, et la question a été moissonnée sur tous les entrepôts OAI-PMH. Il y a peut-être des chercheurs dans la salle. HAL est un entrepôt OAI-PMH, et c'est pour ça que quand vous rentrez des choses dans HAL, on les retrouve dans Google Scholar, qui moissonne les entrepôts OAI-PMH. OK, on rajoute du texte pour faciliter l'organisation de nos documents. Et un autre grand genre de texte qu'on rajoute aux documents, c'est la transcription. Alors c'est quoi une transcription? Là, je prends à gauche, nous avons un manuscrit original de Flaubert, une numérisation d'un brouillon de Madame Bovary. À droite, on en voit sa transcription, c'est-à-dire un texte informatique correspondant, et qui essaye de respecter la forme du texte original, en précisant ce qui a été rayé, ce qui n'est pas rayé, où sont vaguement les mots dans la page. Donc c'est ça une transcription. Les transcriptions, on peut les faire à la main, un humain fait la transcription, ou on peut les faire automatiquement. Quand on est en mode manuel, ce qui est très répandu dans la communauté académique, c'est d'encoder la transcription en TEI, c'est-à-dire Text Encoding Initiative. Et on va en regarder un exemple en dessous. Prenons cet extrait du CID. Donc on a un dialogue entre Don Rodrigue et le comte. À droite, on en a la transcription en TEI. Donc on voit qu'on retrouve tout le texte, et on voit qu'on rajoute des informations. On voit qu'on commence par ajouter des informations sur où on se situe dans l'œuvre, l'acte, la scène, et on voit qu'on identifie les protagonistes. On a un speaker, Rodrigue, et ensuite on a son texte. Si vous regardez, au début de chacun de ces textes, on a une petite lettre en rouge, IMF, qui indique à quel endroit du vers on est. Le « à moi compte de mots », il est en I en début de ligne, le « parle », M milieu de ligne, « ôte-moi d'un doute », il est en F en fin de ligne. Ça permet ensuite un traitement automatique. Par exemple, on pourrait extraire tous les dialogues de Rodrigue pour un acteur. On peut faire des statistiques. On peut dire, ben voilà, les personnages féminins parlent 37% du temps dans le CID, ou ce genre de choses. Et on peut en faire des choses vraiment astucieuses. Je vous ai dit qu'un des buts d'XML, c'était vraiment de représenter une même information avec des apparences très différentes. Nicole Dufourneau, de l'Université de Tours, a fait sa thèse sur les rôles et pouvoirs des femmes au XVIe siècle, dans la France de l'Ouest. Pour ça, elle a transcrit tout un tas de documents en TEI, des documents relatifs à ces recherches. Elle les a augmentés en précisant, voilà, telle information textuelle, c'est un nom, telle information textuelle, c'est une relation de filiation, telle information textuelle, c'est un lieu. Et ensuite, elle peut voir ces documents d'une manière complètement différente. Par exemple, là, c'est un graphe généalogique, généré automatiquement à partir de son ensemble de documents en TEI. Là, c'est un flux migratoire d'une famille. Elle prend ces informations en TEI, elle rajoute des informations géographiques dans une Google Map, et elle visualise automatiquement les flux migratoires des familles qu'elle étudiait. Donc là, on voit qu'on a quand même, ce sont les mêmes informations, mais présentées de manière quand même très différente du texte initial. C'est ce que permet l'ajout de métadonnées textuelles. On peut aussi transcrire automatiquement.
c'est-à-dire demander à une machine de transcrire. Ça s'appelle un OCR, pour Optical Character Recognition. Ça a ce nom bizarre parce qu'initialement, c'était vraiment des machines électroniques avec une photocellule qui mesurait les caractères et qui comparait le signal par rapport à des choses qu'elle avait en mémoire. Et en fonction de ça, il y avait du courant dans un condensateur ou pas. C'est très bas niveau. De nos jours, la transcription automatique n'est plus optique. Elle n'est plus forcément au caractère, mais on a gardé ce nom-là. Bon. Moi, je préfère transcription automatique, mais tout le monde dit OCR. En gros, comment ça marche? Parce qu'il y a plein de manières de s'y prendre. Il faut toujours commencer par analyser la structure du document. Parce qu'il faut savoir où est-ce que sont les images, où est-ce que sont les taches de doigts, où est-ce que sont les défauts du papier, et où est-ce qu'est le texte. Donc, ensuite, on trouve le texte. Dans le texte, presque tout le temps, ensuite, on va chercher les lignes de texte. Une fois qu'on a trouvé dans quelle zone de l'image sont les lignes de texte, là, il y a plein de manières de faire. On peut chercher des mots, des caractères, des parties de caractères, des graphèmes. Il y a plein de manières différentes de faire ça. Et ensuite, on transcrit. Si on veut en savoir plus, je ne peux que vous conseiller cette excellente conférence sur comment apprendre à lire aux machines, qui est encore disponible dans les ressources vidéo de l'excellent Clément Châtelain. Bon, c'est bien les OCR. Mais les OCR, le problème, quand même, c'est que ça marche mal. C'est imparfait. Ça passe pas partout. Il y a toujours des problèmes. Comment est-ce qu'on fait pour surmonter ces problèmes? Je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Pivage, un projet du ITIS, qui sert donc à indexer et visualiser des archives de journaux. C'est un projet qui est issu du projet PLAIR, plus vaste, la plateforme d'indexation régionale, qui s'intéressait aussi à l'indexation des informations médicales ou en droit des transports. Nous avons un prototype en ligne qui est appliqué au Journal de Rouen. Le Journal de Rouen, c'est le plus ancien titre de presse régionale de France. Il a commencé en 1767 et nous en avons 250 ans d'archives. C'est l'ancêtre du Paris-Normandie. Nous sommes partis de ces archives numérisées et de la transcription automatique que nous ont fourni nos partenaires des archives départementales pour faire la plateforme suivante. L'utilisation de l'OCR, de la transcription automatique, une des utilisations importantes, c'est l'indexation. Une fois qu'on a un texte informatique, on va pouvoir l'indexer et du coup chercher les informations en tapant des choses plutôt qu'en tournant numéro par numéro ou autre moyen assez pauvre. On a pu, grâce à la structuration de ces informations, catégoriser les mots et filtrer les résultats. On peut ensuite aligner la transcription avec la représentation graphique, la représentation en image, et on peut corriger le texte OCR. Notre idée pour pour pallier les déficiences de l'OCR automatique, c'est de faire appel à la collaboration des humains. Tous les utilisateurs peuvent corriger le texte de la transcription. Pour ça, on donne des outils pratiques, comme par exemple synchroniser l'image et le texte et la ligne sélectionnée pour faciliter les corrections. Et l'avantage, c'est que ça permet ensuite de trouver les informations corrigées. Parce que tout est indexé en permanence, comme on va le voir. Donc là, on a un article. Et quand on est en plus haute résolution, on voit que le mot empereur, alors là on corrige hôtel de ville, et le mot empereur est mal orthographié. Voilà, là. On le corrige, on sauvegarde, on cherche le mot empereur, et on le trouve dans l'article qu'on vient de corriger. Et c'est ça l'importance d'avoir une transcription correcte, c'est de pouvoir rechercher les informations quand on en a besoin. Voilà. Tout ceci sert à immerger numériquement les documents anciens. On a nos documents physiques, fragiles, pas forcément d'une interaction facile,
des documents nativement numériques qui ont plein de propriétés sympathiques dont nous avons pris l'habitude, et on veut fusionner tout ça. Pour ça, on augmente ces documents numérisés d'informations destinées aux humains, d'informations multimédia, images, films, et d'informations textuelles, manipulables par l'ordinateur, afin de pouvoir avoir un dialogue entre l'homme et l'ordinateur, où on voit, par exemple, les travaux sur la généalogie, où la dame rajoute des informations textuelles, ensuite l'ordinateur représente l'information différemment, qui peut être de nouveau utilisée par quelqu'un. Ou le texte du journal de Rouen, où on a un ordinateur qui transcrit automatiquement, puis des humains qui corrigent, puis un ordinateur qui indexe, puis des humains qui cherchent, dans un balai. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'immersion numérique des documents anciens.